Élection ce mardi du président de la Cour constitutionnelle. Le vote se fait conformément à la décision prise au cours de la réunion du mardi 13 avril dernier de ses membres. Les juges élisent le successeur de Benoît Luamba qui a démissionné le 23 juin dernier. Et à Béni, les élèves étaient dans la rue pour exiger la présence du président de la République, gage de leur sécurité face à l'activisme rebelle qui met à sang le territoire et paralyse les activités scolaires. Ils ont déposé un mémo à la mairie. Au Tchad, à peine réélu, le président tchadien Idriss Déby Itno est mort de blessures reçues au front, confirme l'armée à la télévision nationale. Il est mort dans des combats contre les rebelles dans le nord du pays durant le week-end. Très heureux de vous retrouver à la présentation plutôt de cette édition du journal. À la une de l'actualité, nouvelle accablante pour l'Afrique et pour le Tchad. Le décès du président Idriss Déby, le maréchal qui vient tout juste d'être réélu selon les résultats provisoires de la commission électorale, a été blessé dans des combats ce week-end, a annoncé l'armée à la télévision nationale. À 68 ans, dont 31 ans cumulés à la tête du pays, Idriss Déby ne verra pas son 6e mandat que vient de lui accorder le peuple tchadien. Son portrait avec Bethin Kenge. Idriss Déby, né le 18 juin 1952 à Berdoba, au sud-est de Fada, est mort le 20 avril 2021 au nord du pays, est un homme d'État tchadien, président de la République du 4 décembre 1990 jusqu'à son assassinat suite à sa réélection présidentielle, marquant sa 30e année consécutive au pouvoir en avril 2021. À l'issue de cette présidentielle qui a connu la participation de 64,81%, la victoire du maréchal Déby était largement anticipée par des Tchadiens. Le feu président était opposé à 6 candidats sans poids politique, accusés par la majorité d'être de simples faire-valoir, les pouvoirs ayant écarté légalement pour la violence et intimidation les ténors d'une opposition divisée. Arrivé au pouvoir le 2 décembre 1990, avec l'appui de la France, il chasse du pouvoir Hissène Habré et le remplace le 4 décembre avec les titres de président du Conseil d'État. Il est ensuite désigné président de la République du Tchad le 28 février 1991, après l'adoption de la Charte nationale. Il remporte les élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Le 30 janvier 2016, il avait été désigné président de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Il meurt au front face à une rébellion armée venue de Libye. Dès son vivant, il était accusé de museler l'opposition, même s'il avait réussi à faire du Tchad un des rares pays, malgré son enclavement dans le Sahel, capable de se défendre et de pouvoir aider ses voisins, notamment le Cameroun, le Nigeria et le Niger, contre le terrorisme. Grâce à l'opération anti-djihadiste française Barkhane, lancée depuis 2014 et qui a pour siège N'Djamena, la France est quasi permanente dans son ancienne colonie depuis l'indépendance. Le pays d'Emmanuel Macron a donc perdu un allié de taille dans la lutte contre le terrorisme. Et au nord Kivu, 4 assaillants ont été tués dans une attaque armée qui a visé le camp militaire de Rugenda en ville de Butembo la nuit de ce lundi à mardi. Selon le maire de la ville qui identifie ces assaillants aux miliciens Maï-Maï, ils seraient venus dans l'objectif de tenter de libérer les leurs présentés à la presse lundi. Il salue par ailleurs par la même occasion le professionnalisme de l'armée loyaliste qui a su épargner les vies humaines du danger. La réaction de l'armée aura été proportionnelle à l'attaque. À seulement moins d'une demi-heure, les éléments commando de la 31e brigade de réaction rapide des FARDC basée en ville de Butembo ont su contenir l'assaut des assaillants qui ont attaqué le camp militaire de Rwanda par derrière vers 22h50 local. Pas de dégâts collatéraux, alors que le camp militaire situé à l'est de la ville est implanté en plein quartier, habité aussi par des populations civiles, mais aucun habitant n'a été touché. C'est du professionnalisme de la part des FARDC, se réjouit l'autorité urbaine, qui félicite les forces de défense. Voilà que ce matin, ça vient de se dévoiler. Ce matin, nous venons de voir au sol au moins 4 corps qui gisent.
Heureusement que notre armée est déjà en alerte, la police en alerte, la population aussi en alerte. Voilà pourquoi nous avions été à la hauteur de pouvoir déjouer cette attaque. Et notre armée a été professionnelle et nous nous en félicitons. Une attaque qui intervient quelques heures seulement après que le maire a appelé à la reprise des activités après près de 2 semaines des journées villes mortes suite aux manifestations anti-MONUSCO. Le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, remercie la population d'avoir partagé l'information en temps, ce qui a permis à l'armée de réagir promptement. L'autorité urbaine venait aussi d'alerter un peu plus tôt que depuis le début des manifestations anti-MONUSCO à Butembo, les services de défense et de sécurité disposent des renseignements concordants sur d'éventuelles attaques armées ciblées et qui seraient planifiées contre certains sites de la ville, dont les camps militaires et la base de la MONUSCO. C'est d'ailleurs sur base de tous ces renseignements des services spécialisés que le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zazokasivita, avait interdit jusqu'à nouvel ordre des manifestations populaires sur l'ensemble de la province, craignant les infiltrations des populations civiles par des assaillants pour d'autres objectifs en défaveur de la province. Alors que cette attaque armée est intervenue tard dans la soirée, déjà le matin de ce même lundi, le comité urbain de sécurité de Butembo venait de présenter à la presse certains présumés criminels, parmi lesquels des miliciens Maïmaï, ce qui fait croire aux autorités que les assaillants sont venus tenter de libérer les leurs, mais sans y parvenir. Et toujours dans le Nord Kivu, les élèves de la ville de Béni étaient en sit-in devant la mairie hier lundi. Dans leur mémo remis au maire de cette ville, ces élèves exigent la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour en finir avec l'insécurité qui les empêche d'étudier normalement. Plusieurs élèves ont envahi lundi 19 avril la cour de la mairie de Béni. Ils ont, à travers un mémorandum remis au maire, invité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à venir à Béni dans les 72 heures pour statuer sur la situation sécuritaire. Dans les mêmes documents, ces élèves dénoncent la suspension des cours depuis 2 semaines à cause des manifestations populaires. L'autorité urbaine qui a reçu les mémos a rassuré que les documents seront transmis à la destination. Dans leur mémorandum, ces élèves se disent fatigués par une scolarisation et éducation en dents de scie à cause de l'insécurité. Ils demandent au chef de l'État de répondre à leurs préoccupations dans les 72 heures. Selon eux, aujourd'hui, l'éducation est sabotée de toutes les manières. Les raccourcissements de l'année scolaire chaque fois dans la région à cause de la guerre. Souvent, les années scolaires sont sauvées, mais pas l'éducation. Quelle génération formons-nous sans éducation complète? S'interrogent ces élèves. Ainsi, ils prient l'avenir à Béni dans les 72 heures du chef de l'État afin de répondre aux inquiétudes des enfants et l'éducation y compris, a déclaré Moïna Katia, élève et président du Parlement d'enfants dans la ville de Béni. Le maire Modeste Bakwanamara a pour sa part rassuré ses élèves que ce texte va parvenir au chef de l'État via l'autorité provinciale. Il va user de la technologie pour que ce texte arrive dans son intégralité sans toucher à un seul point. Ces élèves jurent revenir à la mairie dans les 72 heures si leurs revendications ne pas prises en compte. C'est ce mardi que l'on va connaître le nom du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Les juges vont voter pour le successeur de Benoît Luamba qui avait démissionné depuis l'année dernière. Mais il y a encore des polémiques sur la composition de la Haute Cour. Le Centre de recherche et d'études sur l'état de droit en Afrique, CREDA, a écrit au chef de l'État pour dénoncer ce qu'il qualifie d'irrégularité constatée dans le processus électoral. On suit ce reportage de Jean-David Kilolo. D'après les sources internes à la Haute Cour, 4 candidats sont en lice pour les postes au président de la Haute Cour. Il s'agit d'Évariste Funga, actuel président ad intérim, Jean-Pierre Mavungu, Dieudonné Kalouba et Corneille Wassenda. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 nommés à sa propre initiative, 3 choisis par le Parlement et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres doivent être exercés par des juristes, avocats, juges, procureurs, professeurs universitaires. Les autres doivent justifier de la nationalité congolaise et de 15 ans d'expérience dans les domaines juridiques. Le mandat non renouvelable de membres est de 9 ans. Un tiers des membres est renouvelé tous les 3 ans. Le membre à renouveler de chaque groupe étant choisi par tirage au sort.
Le président de la Cour constitutionnelle est élu par les autres membres pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Il est investi par ordonnance du président de la République. La Cour constitutionnelle examine les lois et statuts proposés par le président, le Premier ministre, le Sénat, l'Assemblée nationale et d'autres organisations gouvernementales avant leur application, afin de statuer sur leur conformité à la Constitution. En outre, la Cour examine les demandes d'interprétation de la Constitution formulées par les responsables gouvernementaux. Il règle les différends concernant les élections présidentielles ou parlementaires, ainsi que les référendums. Les appels concernant la constitutionnalité des lois et des règlements peuvent également être déférés à la Cour. Les jugements de la Cour constitutionnelle sont sans appel et sont exécutés immédiatement. La Cour constitutionnelle peut également être saisie au pénal en cas de haute trahison du président ou du Premier ministre, manquement à l'honneur, outrage au Parlement ou infraction de droit commun à la demande d'une majorité de 2/3 du Parlement. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre sera devant les élus nationaux ce jeudi 22 avril. Jean-Michel Sama Lukonde va devoir présenter le programme de son gouvernement en vue de solliciter son investiture. Annonce faite par un proche collaborateur du chef de l'exécutif national sur les antennes de la radio Top Congo FM. Pour son investiture, le programme du gouvernement devra être approuvé par la majorité en plénière. Et toujours à la Chambre basse du Parlement, la plénière consacrée au débat général sur la loi Lutundula, modifiant et complétant la loi organique relative à la Commission électorale nationale indépendante prévue ce mardi et reportée pour ce mercredi 21 avril. L'annonce a été faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Lembi Libula, via un communiqué officiel. Quelles sont les innovations contenues dans la loi dite Lutundula? Réponse avec Jean-David Kilolo. La loi Lutundula porte plusieurs réformes de la centrale électorale, allant de son organisation à son fonctionnement. Elle apporte des solutions aux faiblesses et aux insuffisances du système électoral congolais. Christophe Lutundula a proposé des ajustements structurels, substantiels du système électoral, aussi bien au niveau de la loi électorale qu'à celui de la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections et du référendum en République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis par sa proposition loi sont entre autres le renforcement de l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI, la lutte contre l'instrumentalisation de cette institution d'appui à la démocratie, le renforcement de la confiance de tous les compétiteurs électoraux quant à la transparence du scrutin et leur offrir des chances égales, amélioration de la transparence et l'efficacité de la gestion tant des opérations électorales que des ressources de la CENI. Dans ses principales innovations pour les députés nationaux, il s'agit de la désignation à la CENI réservée aux seuls Congolais, aux compétences éprouvées et véritablement indépendants. La représentation à part égale de 3 composantes, majorité, opposition et société civile. Christophe Lutundula préconise aussi la suppression de l'Assemblée plénière de la CENI, qui, selon lui, n'a aucun pouvoir électif, et la création d'une commission permanente d'évaluation et de contrôle, chargée des suivis du processus électoral, de l'évaluation et du contrôle de la conformité aussi bien des actes de membres du bureau de la CENI que des activités de celle-ci. Par ailleurs, fustigeant la gestion de la centrale électorale par les mandataires dont les mandats ont expiré, Christophe Lutundula suggère que l'administration de la CENI soit chargée d'expédier les affaires courantes et d'assurer la continuité du service sous la direction du secrétaire exécutif national et à la fin du mandat de membres de la CENI en attendant l'installation de nouveaux dirigeants pour une période ne dépassant pas 3 mois. Innove en insérant l'obligation au bureau de l'Assemblée nationale de prendre toutes les dispositions requises pour pouvoir, à la vacance au plus tard, dans les 3 mois, à compter de l'expiration du mandat de membre de la CENI. Et on va prendre cette interview accordée à RFI par Albert Yuma, président de la GECAMINE, où il accuse les entreprises étrangères d'exploiter les richesses du pays. Selon le président également de la Fédération des entreprises du Congo, les richesses du Congo ne profitent pas aux Congolais, mais aux filiales et aux entreprises étrangères. Je vous propose de suivre un extrait de son interview. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale qui décide
céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment. Oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens. Et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État, pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères. On va aller à présent au rappel des principaux titres du journal. Élection ce mardi du président de la Cour constitutionnelle. Le vote se fait conformément à la décision prise au cours de la réunion du mardi 13 avril dernier de ses membres. Les juges élisent le successeur de Benoît Luamba qui a démissionné le 23 juin dernier. À Béni, les élèves étaient dans la rue pour exiger la présence du président de la République, gage de leur sécurité face à l'activisme rebelle qui met à sang le territoire et paralyse les activités scolaires. Ils ont déposé un mémo à la mairie. Au Tchad, à peine réélu, le président tchadien Idriss Déby Itno est mort de blessures reçues au front, confirme l'armée à la télévision nationale. Il est mort dans des combats contre les rebelles dans le nord du pays durant le week-end dernier. Restez avec nous, la suite de l'actualité, c'est dans la revue de presse. Et c'est une présentation signée Jenny Kayembe qui fait déjà son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Jenny. Bonjour Gaëtan Kobondi, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, gouvernance électorale, Tshisekedi face au défi d'une CENI indépendante, neutre et impartiale. Tout à fait, la proposition de loi du député Christophe Lutundula est encourageante avec des ajustements proposés notamment sur la composition, l'organisation et les fonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante, des potentiels online, écrit pour sa part qu'il y a lieu d'enrichir la démarche pour déboucher sur les renforcements effectifs de la transparence de la gestion électorale, tout comme de la rédévabilité des animateurs de la future centrale électorale, en croire la prospérité. L'examen de cette proposition de loi cette semaine en plénière par les députés nationaux est un rendez-vous politique des hautes responsabilités pour éviter au pays des tensions qu'il connaît à chaque cycle électoral. Autre sujet, Jenny Kayembe, Teni Longondo sert de cobaye pour rassurer les Congolais. Le sujet est largement commenté par les journaux et site paru ce mardi à Kinshasa. Et oui, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer son premier vacciné de la campagne anti-Covid-19. Parmi ces vaccinés figurent le ministre de la Santé publique Teni Longondo, les coordonnateurs des agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo et l'ambassadeur de l'Union européenne. Malgré la vulgarisation sur le bien fondé de l'administration du vaccin AstraZeneca,
on sent encore la réticence, sinon l'hostilité de nombreux Congolais, note Forum des As. Et pour sa part, les députés nationaux Bertin Mubondi, cité par Congo Réforme, s'indignent de l'obstination du ministre de la Santé. Ce cadre de l'UNC des Vital Caméré avait adressé une question écrite au ministre sur la gestion de la Covid-19. Rappel actu30.cd, Bertin Mubondi tenait à ce que le docteur Eteni puisse rassurer la population congolaise. Quant à ceux, et de son côté, les ministres invitent les personnes cibles à se faire vacciner contre la Covid-19 pendant que tout le monde est en train de se méfier à la vaccination contre la Covid-19. Complète l'agence congolaise des presses. Eteni Longondo s'est dit par ailleurs confiant de conjuguer les efforts autour des médias et professionnels de la communication pour remporter les combats contre la désinformation et la suspicion, renchérit les journaux. C'est vrai, Jenny Kayembe, il y a une forte méfiance envers ce vaccin. Ça aurait pu être le chef de l'État le premier cobaye. C'est ce qu'attendait justement voir la majorité des Kinois. Oui. On va prendre cet autre sujet, tribune de Mioto Liolo en mémoire de maître Alfred Liolo Limbe Mpwanga. Les médias en parlent encore. À l'heure où la Fondation Liolo s'apprête à célébrer l'homme qui apprivoisa les bronzes et qui fut le plus grand sculpteur contemporain de la République démocratique du Congo, non seulement par son style, mais aussi par son audace, il y a lieu de se poser des questions. Qu'en est-il de la condition des artistes plasticiens de la République? Qu'en est-il de la politique culturelle dont Liolo posa les premières bases lors de la conférence nationale souveraine? S'interroge la prospérité. D'après la consoeur, son postulat était simple, mettre en place des mécanismes nationaux pour soutenir et voir éclore une classe d'artistes fiers de leur profession. Malheureusement, Gaëtan Kouba-Brandi, la vision Liolo est loin de devenir une réalité malgré son combat de plus de 50 ans, ajoute les journaux. Au-delà d'avoir été le premier Africain à sortir de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne en Autriche et d'avoir su se vendre tant à l'étranger qu'en République démocratique du Congo, le professeur Alfred Liolo était un homme politique sans portefeuille ni galant, pour ne citer que cela, renchérit la prospérité plus. Une revue de presse bien fournie, Jenny Kayembe. On termine avec un insolite. Un avion de la Seconde Guerre mondiale amérit, c'est-à-dire se pose sur une mer d'urgence pendant un show. Et oui, la scène s'est produite aux États-Unis, laissant aucune perte en vie humaine et aucun blessé, malgré les nombreuses personnes présentes sur la plage et dans l'eau, rapporte CNews.fr. Les secouristes ont indiqué que le pilote a même refusé un traitement médical après cette incroyable manœuvre. Et pour finir, comme vous pouvez le voir sur ces images, un Tembe Avanger ralentir, tandis que son hélice s'arrête presque de tourner. Il perd de l'altitude de manière contrôlée à seulement quelques dizaines de mètres du rivage en soulevant tout de même des belles gerbes d'eau. Voilà la vidéo. Voilà. Oh God. Oh my God. Vrai, mais l'avion qui atterrit dans la mer. Une image impressionnante, un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale qui amérit. Ce n'est pas du tout futuriste, c'est une réalité. Sans causer de pertes en vie humaine. Heureusement. Voilà. Merci Jenny Kayembe pour cette lecture et présentation du journaux et sites parus ce mardi. Merci à vous autant. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité, c'est à voir également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.